Véritables leaders et actrices du changement, les filles font le bien et stimulent la croissance partout dans le monde. Considérées comme une source du changement transformateur en faveur de l'égalité des sexes, les filles méritent un traitement décent. Tout le monde n'a pas assez de moyens pour donner soit aux enfants. La plupart des jeunes, ils sont lésés. La faute, nous devons évoluer. Parce que hier, il y avait les chaînes, on peut payer les chaînes. Il y a les canaux et tout et tout. Aujourd'hui, il y a les portables. Ça, j'en ai compris. Nous avons eu un colis, il y a les portables. Mais on n'a pas tellement les images. Mais les enfants suivent tout. Sur le Wi-Fi. Aujourd'hui, les enfants disent que oui, nous sommes à jour. Selon là, mais nous avons les défauts. Les défauts, c'est que le gouvernement doit faire un effort de nous avancer. Surtout sur les médias, les réseaux sociaux, pour qu'on soit avancé. Parce que même nous on remarque que nous on est sacrifiés, mais les jeunes doivent quand même évoluer. Génération numérique, notre génération, tel est le thème mondial de la journée. Ce thème nous interpelle tous à une mobilisation pour un accès facile et équitable des filles à l'Internet et aux appareils numériques en vue de leur donner des possibilités d'accéder en toute sécurité aux nouvelles technologies, d'en faire usage, puis de jouer un rôle important dans ce domaine. Pourquoi ne pas avoir accès à l'Internet? Parce que c'est l'ignorance seulement. Certaines personnes n'ont pas les moyens pour acheter le téléphone. D'autres, parfois, c'est seuls leurs parents qui leur achètent le téléphone. Donc voilà pourquoi. Il y a certaines filles aussi qui ne veulent pas avoir le téléphone. D'autres filles peuvent se connecter. Ils peuvent aller au cyber pour se connecter. D'autres peuvent se connecter avec le téléphone de leur copine. Pas trop bon d'être loin d'Internet, donc il faut toujours être à côté de lui parce que ça nous aide beaucoup. Aussi, l'inclusion et l'alphabétisation numérique ont permis aux filles d'avoir de nouvelles opportunités d'apprentissage. Dans plusieurs États africains, les filles ont des difficultés économiques et sociales pour accéder à l'Internet et aux appareils numériques. Il faut avoir le téléphone, tu dois avoir un Android, on doit te laisser toute la liberté pour avoir le téléphone. Donc, exemple, les parents doivent acheter leur enfant le téléphone pour avoir l'accès à l'Internet. Ça dépend aussi des moyens, c'est pas mauvais en fait. Ça dépend des moyens. Pour avoir un téléphone portatif, il faut avoir les moyens pour en acheter. Mais sinon c'est important, tout comme c'est pas trop important. Parce qu'on constate aussi avec ces téléphones portatifs-là, la génération n'est plus comme avant en fait. Il y a des enfants qui font du n'importe quoi maintenant sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être bien tout comme ça peut être mauvais. Internet est trop, je ne sais pas, cher, peut-être que je puisse dire c'est cher, parce que quand on fait le constat dans les autres pays, qu'on appelle frontaliers, la RDC et peut-être les pays de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui vont là-bas souvent, moi je ne suis pas allé, et ils nous informent que l'Internet se trouve dans toutes les maisons. Donc et que l'État puisse faire des efforts, parce que l'Internet est très important pour tout ce qui nous concerne. Tout ce qui nous concerne, les études, les recherches, tout ce qui nous concerne actuellement, l'Internet est très important. Donc l'État congolais doit essayer de revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population puisse bénéficier de l'Internet partout où on serait. On bénéficie de l'Internet parce que ça nous informe et puis ça nous instruit. La déclaration de l'ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille a mis un accent particulier sur le travail. Nous devons donc travailler ensemble pour nous assurer que les filles sont connectées afin que nous co-dirigeons le parcours vers la transformation numérique. La révolution numérique devrait être équitable, raison pour laquelle les filles doivent se joindre aux médias sociaux pour un plaidoyer en faveur de leur accès au numérique et de leur inclusion dans l'univers de la technologie et de l'innovation. Précisons que le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies avait déclaré dans sa résolution 66-170 le 11 octobre, journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent dans le monde. Plusieurs recherches indiquent que les maladies mentales sont causées par l'interaction entre les facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux qui mènent à des perturbations dans le cerveau. Une maladie mentale est donc un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions ou du comportement qui reflètent un trouble biologique ou psychologique des fonctions mentales.
Dans le département de Pointe-Noire, ces malades se retrouvent dans la rue. La plupart des malades que vous voyez dans la rue, ce sont des malades qui souffrent de la schizophrénie. Ce sont des schizophrènes. La schizophrénie, c'est quoi? La schizophrénie est une psychose chronique, une maladie psychiatrique qui s'accompagne souvent d'une désorganisation profonde de la personnalité. Et on parle souvent d'un syndrome dissociatif. Dans toute la République du Congo, qui compte environ 5 millions d'habitants, il y a à peine 4 médecins psychiatres. L'État n'a donc pas une politique dans ce domaine puisqu'il n'existe aucune structure d'hospitalisation. Au Congo, on a très peu de psychiatres. Des fois, les parents qui vont amener l'enfant à l'hôpital, espérons qu'arrivé à l'hôpital, on va prendre l'enfant en charge, on va l'hospitaliser parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ils arrivent à l'hôpital, par manque de structure, d'hospitalisation, on renvoie les parents avec le malade à la maison, quelle que soit la dangerosité du malade. Et pour votre gouvernement, aussi à Pointe-Noire, on n'a pas un service d'hospitalisation de ces malades. Donc quand on nous amène ces malades, quel que soit leur état, quel que soit l'état de dangerosité, quelle que soit l'agitation, nous consultons, on fait la prescription et on renvoie le malade à la maison. Et quand vous renvoyez des fois le malade à la maison, arrivé à la maison, le malade s'efface, il pose des actes d'une extrême dangerosité, des fois qui effraient les parents, et les parents font quoi? Des fois ils mettent le malade dehors. Face au manque de spécialistes et de structures d'hospitalisation, certains citoyens pensent ce qui suit. Nous, quand on grandissait, il y avait un cabanon. Il y avait un cabanon où on plaçait les malades mentaux. Mais maintenant, les malades mentaux vivent avec les gens normaux. C'est pas normal. Ah, mais c'est la responsabilité de l'État. On a cassé le cabanon en question. Je ne le vois plus là, à l'hôpital à Cissé. Je ne vois plus le cabanon là. Je ne le vois plus. On l'a cassé. Il est parti où? Mais à Pointe-Noire, vous ne pouvez pas nous montrer là où est le cabanon. Ces malades mentaux devaient avoir une prise en charge. Parce que les parents, aujourd'hui, nous savons la situation économique que nous avons toujours eu dans notre pays. Les parents n'ont pas assez de moyens et les médicaments de ces malades-là coûtent excessivement cher. Partout dans le monde, ces patients-là sont pris en charge. On le sait, ce n'est même pas démontré. Oui, la charge des parents, oui, mais la totale charge, c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement bien sûr. Ils font partie des Congolais, donc c'est pas parce qu'il c'est un malade mental qu'on ne peut pas, qu'on peut le délaisser comme ça, non. Il faut vraiment le prendre, faire ce qui est nécessaire pour le réintégrer dans la société. Que pense le seul médecin psychiatre du département de Pointe-Noire au sujet du manque de structures d'hospitalisation et de spécialistes en la matière? Ce malade qui se retrouve dehors, normalement, la charge devait revenir à l'État. L'État allait tout faire pour regrouper ces malades dans les centres, mettre les moyens pour que ces malades soient pris en charge jusqu'à ce qu'ils retrouvent un comportement acceptable pour que nous les restituions à leur famille. Outre la responsabilité de l'État, qui devrait créer des structures de prise en charge, la responsabilité des parents est aussi engagée. Donc quand les parents constatent la maladie, des fois au lieu d'amener la personne à l'hôpital, ils vont partout, c'est-à-dire chez les guérisseurs, dans les églises, les Kizinga. Ils font le tour de toutes ces structures-là. Et quand ils constatent que la guérison ne vient pas, les parents commencent à se décourager. Et puisque l'enfant n'est pas pris en charge, n'est pas soigné médicalement, la maladie continue à évoluer. Et si les parents font bien leur travail, si nous les médecins nous faisons bien notre travail, si l'État aussi fait bien son travail, normalement on n'allait pas retrouver ces malades dans les rues. La sensibilisation.
sensibiliser la population sur la maladie mentale. Parce que pour ça, on a un grand retard par rapport à d'autres pays. Vous savez, chez nous, de façon générale, quand quelqu'un fait la maladie mentale, les parents pensent toujours à un mauvais sort. Voilà pourquoi ils se précipitent dans les églises. Ces malades mentaux n'ont-ils pas de traitement? À cette question, le docteur Octave Matemolo précise. Quand les parents viennent, nous commençons les traitements. Mais plus le traitement dure, plus de fois les parents se découragent. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont des difficultés d'acheter les médicaments, ils constatent que le malade rechute. Mais à un moment, les parents aussi se fatiguent. Ils disent que, bon, docteur, nous n'avons plus d'argent pour faire face à cette maladie. Les malades mentaux ne devraient pas être abandonnés à leur triste sort. L'État devrait donc mettre en place un programme efficace de lutte et de prise en charge de cette maladie, à l'image d'autres comme le paludisme, la tuberculose et le sida. Placé sous le thème « Repenser le tourisme », cette année, l'accent est mis sur l'engagement de tous en vue d'une transformation. L'importance du tourisme n'a jamais été aussi évidente. Le temps est arrivé de repenser notre action dans le tourisme. Il est donc question de reconnaître que le tourisme est un pilier important du développement. Célébré chaque année depuis 1980, date marquant l'adoption des statuts de l'organisation en 1970, ouvrant la voie à la création de l'Organisation mondiale du tourisme 5 ans après. L'objectif de cette journée est de rendre la communauté internationale plus consciente de l'importance du secteur touristique. Le tourisme est considéré comme l'un des secteurs économiques les plus importants au monde. Il emploie une personne sur 10 et assure des moyens de subsistance à des milliers d'autres. Le tourisme figure actuellement parmi les secteurs prioritaires de plusieurs gouvernements et organisations internationales au monde. Le thème « Repenser le tourisme » se veut aussi une source d'inspiration en vue d'un débat pour repenser le tourisme au service du développement grâce à l'éducation et aux emplois. Précisons que c'est en mai 2022, pour la première fois, que l'Assemblée générale des Nations unies a tenu un débat spécial consacré au tourisme, illustrant son importance historique. La plupart des populations qui connaissent une croissance rapide se situent dans le lot des pays moins avancés qui ont connu une croissance annuelle d'environ 2,4% entre les années 2000 et 2020. Les tendances démographiques prouvent qu'en 2011, la population mondiale avait franchi la barre de 7 milliards d'habitants et pourrait atteindre près de 10 milliards à l'horizon 2050. Cette croissance spectaculaire se justifie par l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer et s'est accompagnée d'une évolution marquante des taux de fécondité et d'une urbanisation grandissante et d'une accélération des migrations. Ces tendances pourront avoir des répercussions importantes sur les générations futures. Aussi, il faut ajouter les changements produits en ce qui concerne le taux de fécondité et l'espérance de vie. Dans les années 1970 à 1980, chaque femme avait en moyenne 4 enfants. En 2014, ce taux a connu une réduction de 2,5 enfants par femme. À cela, il faut ajouter aussi l'espérance de vie qui a augmenté, passant de 64 ans dans les années 90 à 70 ans aujourd'hui. À en croire les experts en question de population, près de la moitié des grossesses au monde ne sont pas planifiées. Certaines femmes se retrouvent en grossesse après un viol et d'autres sont mariées à bas âge contre leur volonté. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d'attirer l'attention de tous sur l'urgence et l'importance des questions de planification familiale dans le cadre des programmes généraux de développement.